bienvenue à tous à ces rencontres Enfance et Nature. On est ensemble ce soir avec Richard Louv de Voilà. Los Angeles. Et peut-être on dit un moment, juste pour tout le monde qui est en train de se connecter aussi, on démarre en français, on va dire un mot aussi to salute everyone coming in from English-speaking countries. It's been going to be in French for a minute. Et oui, alors on a déjà plus de 300 personnes là, qui se connectent. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir. Peut-être juste pour se présenter, moi je suis Patricia Young-Sing de la Fondation Terra Symbiosis. Et puis Gillian. Ben, moi, c'est Gillian Kant. Je Hmm. suis donc ici à l'Université de Strasbourg. Je suis doctorante, mais aussi j'ai porté beaucoup de casquettes, travaillé avec ces rencontres depuis 8 ans maintenant dans différentes associations. Et puis voilà, donc très, très heureuse aussi d'être avec vous ce soir et d'accueillir Richard Louv. Oui, alors les rencontres, ça fait 8 ans, enfin, c'est la Huitième huitième édition. édition. On a On a commencé commencé comme comme un un festival festival au au départ. départ, Enfance et Nature, où on a collaboré avec l'Académie de la petite enfance. Et cette année, on co-organise justement les rencontres Enfance et Nature avec Éco-Conseil et la Fondation Terra Symbiosis. Et on a vraiment la chance d'avoir un beau partenariat avec des associations d'éducation à l'environnement, l'Ariena, hein, qui est le réseau d'éducation à l'environnement en Alsace, le Cine Bussière qui est à Strasbourg et le Moulin Nature à côté de Mulhouse, qui sont nos partenaires. On a aussi la chance aussi d'avoir le soutien de la ville de Strasbourg et l'Eurométropole. Hein, il y a une ville qui est engagée justement pour mettre en place des espaces de nature, que ce soit dans les écoles ou à proximité justement des espaces urbains. Et l'ARS aussi nous soutient, l'Agence régionale de santé Grand Est, ainsi que l'Université de Strasbourg, puisqu'on va héberger le colloque de recherche demain à l'université. Alors, pourquoi les rencontres? Pour nous, c'est un fort enjeu pour vraiment développer le lien à la nature sur notre territoire, et puis de bien sûr pouvoir rayonner en France et puis dans le monde comme ce soir, justement pour développer toutes ces pédagogies du dehors. Alors, les rencontres enfance et nature avaient vraiment trois objectifs. C'était d'abord de sensibiliser, hein, sensibiliser les professionnels, hein, bien sûr, les pouvoirs publics, le grand public, tous les citoyens en fait qui sont intéressés par la pédagogie par la nature. Donc déjà, monter en compétences. Hein, aussi pouvoir s'informer, avoir accès aux dernières recherches, encore monter d'un cran puisque les recherches sortent tous les ans hein, sur le lien à la nature. Et puis aussi mettre en lien, hein, valoriser ce qui se passe justement sur le terrain, montrer ce que font les acteurs de terrain avec des actions très concrètes, que ce soit dans les écoles, dans les crèches, dans tout le monde de la petite enfance, chez les urbanistes. Donc voilà, visibiliser et puis créer des liens entre petite enfance, éducation formelle, médecine, voilà, essayer de casser les silos, puisqu'on fonctionne pas mal comme ça en France. Alors cette année, justement, le grand sujet, c'est la médecine. En fait, c'est le lien, les bienfaits de la nature, justement, sur la santé. Hein, on n'est pas que sur le bien-être des enfants, mais il y a vraiment des enjeux de santé. Et donc, c'est vraiment le sujet qu'on a souhaité mettre en avant cette année. Alors, bien sûr, comment faire une première conférence sur la santé sans ne pas penser à Richard Louv, qui, depuis 20 ans, a apporté le concept de syndrome de manque de nature. Hein, qu'en effet, la recherche s'est quand même beaucoup inspirée de ce cri qui a résonné en 2005, puisque Voilà. le livre hein, de The Last Child in the Wood, qui est près de nous, date de 2005 2005. maintenant. Voilà, oui. En fait, c'est vrai que ça fait déjà depuis 2005 que ce livre en fait, a lancé, je pense, beaucoup de recherches dans le monde entier pour travailler autour de la question de quels sont des bienfaits de la nature. En fait, quel est l'impact de la nature de manière générale sur l'enfant, pourquoi il est si important. Donc, on peut suivre en fait d'une vingtaine d'années d'études qui arrivent à un consensus de
cet intérêt de la nature pour l'enfant, aussi bien pour son développement cognitif, moteur, socio-émotionnel. Voilà, donc on a aujourd'hui des centaines d'articles qui en parlent et je pense que ce mouvement a été vraiment initié en grande partie par rapport au travail de Richard Louv. Donc c'est vraiment un grand moment pour nous de l'avoir invité et l'avoir avec nous ce soir. Donc peut-être Hmm. on va Oui, démarrer oui, bien sûr. Je pour voulais juste quand même saluer. Donc, on est voilà, presque près de 400 à s'être connectés pour l'instant. Et en fait, je voulais vraiment saluer tout ce qui se passe en France aujourd'hui. Et ça, c'est aussi grâce au concept de manque de nature, justement, qui est très connu dans tout cet écosystème de l'éducation à la nature aujourd'hui. Et donc, on tient vraiment à saluer le FREN, hein, les travaux, justement, de la dynamique sortir en France, qui a été justement inspiré par ce besoin d'aller dehors, et qui a d'ailleurs fait une conférence théâtralisée sur le syndrome de manque de nature que vous pouvez voir aussi en vidéo. Bien sûr, on a des pédagogues qu'on aimerait remercier, qui ont fait partie des rencontres aussi Enfance et Nature depuis des années. Sarah Wauquiez en Suisse, Christelle Ferjou qui a initié l'école du dehors en France, Moïna Fauché de la Vigne, qui a aussi alerté et qui a lancé tout ce mouvement de classe dehors. Enfin voilà, je vais en oublier beaucoup, bien sûr. Enfin, tous ces vrais pédagogues de terrain, hein, bien sûr, Louis Spinassou, Hervé Brugnot, qui ont tous lancé voilà, qui ont alerté sur le sujet. Et on peut parler de Tous dehors aussi, qui parle du lien, de comment on fait en fait pour aller dehors, aussi de la qualité de l'expérience de nature. C'est vrai que depuis le Covid, il y a eu un vrai essor, par exemple, de la classe dehors. Les enseignants ont senti justement le besoin de nature. Et donc, il y a de plus en plus de dynamique et d'action dans toute la France, de l'école du dehors, mais aussi de la végétalisation des espaces, puisque ça, c'est aussi porté par des villes, des collectivités, et puis des citoyens qui sont sensibles au sujet. Le monde de la petite enfance aussi s'est saisi de l'enjeu dans la formation des éducateurs de jeunes enfants sur la végétalisation des espaces. Et puis on sait aussi qu'il y a beaucoup de forest schools, hein, de ces écoles en forêt qui se sont développées. Alors bien sûr, on a aussi les urbanistes, le monde social. Enfin, je ne vais pas m'étaler, mais en tout cas, c'est un sujet qui est très fort en France, qui est encore beaucoup porté par les citoyens, mais qui a un écho, voilà, voilà, qui souhaite encore plus se développer et puis et s'inscrire dans les politiques publiques aujourd'hui. Alors, on va laisser la parole quand même ce soir. On est là pour surtout écouter Richard Louv. Ouais. So I'm going to Donc, now on va speak in maintenant English. passer à So l'anglais. it's for the Nous aurons evening. We ensuite will have a question une and séance de answer questions et session after. réponses, donc So restez avec stick nous. around, and I've Et j'ai understood compris that que Richard, vous Richard, seriez that you'd be very également happy to hear from intéressé par people les commentaires et les their questions questions à as well. venir des So this is the part that participants we et learned about you, l'échange but qui we've vous also learned many other intéresse. things about Mais you, quelques some things we mots already knew. sur vous, Richard, et sur Your vos past 20 years contributions of depuis work une has vingtaine d'années, been vos travaux qui ont été remarkable remarquables. and outstanding, À and nouveau, c'est un again, a très grand great plaisir pour pleasure. nous de For the pouvoir public, I'd just like discuter to avec let you vous. know that Richard Richard Louv Louv est is a journaliste, journalist and auteur d'une author dizaine de of 10 livres, books. So, of course, dont Last Child in Une the Woods that enfance we en were liberté, dont on va speaking of parler un peu earlier, plus tôt, Sauver nos Nature enfants du Deficit, syndrome du Nature monde de la Deficit Disorder, nature, we'll que be nous speaking évoquons about ce this soir, Le evening. principe de The Nature nature et Principle, and Vitamine also Vitamin N. N. His newest book, Son dernier Our livre Wild s'intitule Calling, Notre How appel intérieur Connection vers with la forêt, Animals comment Can la connexion Transform aux Our animaux Lives. peut That's transformer a nos vies et rare book. sauver les He's leurs. been translated into Traduit en 22 22 langues, ces languages. livres ont contribué His à books have lancer un helped mouvement launch the international international movement visant à to rapprocher connect de la children and their nature les families and enfants, communities all leurs around the world familles et leurs to communautés. nature. So Il he's est cofondateur et co-founder and président chair émérite du emeritus of réseau a Children nonprofit and Children Nature, Nature qui est un Network, réseau à but non which lucratif supports qui the No soutient Nature movement. ce For those nouveau in the United mouvement en States, faveur I de la invite you nature. to Si go vous and êtes aux take a look États-Unis, je vous invite à vous at renseigner the sur ce movement if you're mouvement. not already well known, knowing of it. En In 2008, il 2008, a he was awarded reçu a very un prix prestigious prestigieux, medal, la which is the médaille Audubon Audubon de Medal. la It was National presented Audubon by the Society. National Audubon Society. Sachez que les Prior précédents recipients, just récipiendaires to let you know, étaient have been Rachel Rachel Carson, Carson, from l'auteur de who's a Silent well-known author of Spring, The Silent E.O. Spring, Wilson, E.O. Wilson, l'auteur de who's the author l'hypothèse of the biophilique, biophilia Sir hypothesis, David Sir David Attenborough, Attenborough,
le réalisateur britannique connu pour son immense travail au Royaume-Uni, et le président Jimmy Carter pour son action dans le domaine de la préservation de l'environnement. Parmi d'autres récompenses, M. Loeb a également reçu le prix Cox 2007, la plus haute distinction de l'Université de Clemson pour une réussite durable dans le service public, et la médaille Margaret Douglas 2020 du Garden Club of America pour une contribution remarquable à la cause de l'éducation à la protection de la nature. Il intervient fréquemment dans le monde entier, notamment lors de la conférence nationale de l'Académie américaine de pédiatrie, lors du premier sommet de la Maison-Blanche sur l'éducation à l'environnement, lors du congrès sur le nouvel urbanisme, la conférence internationale Healthy Parks à Melbourne, en Australie, et la conférence nationale Friends of Nature à Pékin, en Chine, et aujourd'hui à Strasbourg. M. Loeb a écrit pour le New York Times, le Times of London, Parents Magazine et de nombreuses autres publications. Il est apparu dans de très nombreuses émissions de télévision, de radio, documentaires. C'est un très très grand honneur, Richard Loeb, de vous avoir avec nous ce soir. Nous nous réjouissons de cette conversation et bien, nous avons maintenant le plaisir de vous laisser la parole en vous demandant peut-être de nous dire comment les choses ont commencé pour vous. Curieux d'en savoir un peu plus. Bienvenue à vous. Merci. D'abord, je voudrais vous remercier ainsi que la Fondation et tous les autres sponsors de cette soirée. J'ai compris qu'il y avait beaucoup d'éducateurs à l'environnement parmi les participants, ainsi que d'autres éducateurs et décideurs de politique publique. J'aime bien dire qu'il y a deux types de personnes dans le monde, les gens qui font et ceux qui écrivent sur ceux qui font. J'appartiens à la deuxième catégorie. Mes commentaires se placent dans ce contexte. Je suis plus un journaliste qu'un acteur actif et j'ai un très profond respect pour tous ceux qui passent réellement du temps avec les enfants, les familles, les communautés, dans la nature, pour les aider à rétablir cette connexion. On en parlait l'autre jour en préparant cette soirée. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions. J'ai grandi dans la banlieue de Kansas City, dans le Missouri, là où le fleuve est une frontière. Et j'ai passé l'essentiel de ma vie d'un jeune garçon dans les bois, derrière notre maison, qui se situait aux limites du quartier. Et il y avait là des champs de maïs, j'avais une sorte de souterrain là dans les champs, et puis ensuite il y avait ces champs de maïs autres et ces fermes qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Et je trouvais qu'il y avait là quelque chose de plus grand que moi-même. J'y allais toujours avec mon chien, c'était un collie qui s'appelait Banner. Bien souvent, mes parents ne savaient pas où j'étais, mais Banner savait où j'étais, lui. Et il sentait quand les choses tournaient un peu au vinaigre. À ce moment-là, il retournait à la maison. Il allait chercher ma mère quand les choses n'allaient pas. Et ma mère savait qu'il se passait quelque chose et elle venait me chercher si elle pouvait me trouver. Mais tout le temps que je passais là dans les bois, et sans être vraiment capable de l'expliquer, comme d'ailleurs bon nombre d'autres enfants qui ont eu ce privilège, cette expérience, j'avais le sentiment que je n'étais pas seul, qu'il y avait quelque chose de plus vaste, de plus grand tout autour de moi. Et ce n'était pas seulement le nom des choses, je connaissais les noms des reptiles, des serpents, je capturais des serpents, je les relâchais, mais j'aimais bien les collectionner. Mais il y avait plus que ça. Il y avait plus qu'un univers biologique auquel on pourrait donner des noms. Il y avait ce sentiment qu'en fait, la vie était plus large, plus vaste que moi, que nous. Et c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé plus tard, quand je suis devenu journaliste, le fait que tant d'enfants n'aient pas cette chance, ce privilège que j'avais eu. Et donc, quand je suis devenu journaliste, chroniqueur pour le San Diego Union Tribune, ici même à San Diego, en fait maintenant je vis dans la banlieue de San Diego, un peu dans les hauteurs. On s'est installé là il y a 6 ans pour avoir plus de nature autour de nous. En fait ici on a même, pas maintenant où je vous parle, mais il y a des pumas qui viennent se promener dans notre jardin.
Et donc j'ai commencé en tant que journaliste à voir, vers la fin des années 80, des études qui sortaient sur l'importance et les bénéfices apportés par la nature. Certaines études portaient sur le trouble du déficit d'attention et sur le fait que même un contact ténu avec la nature, une simple promenade sous les arbres dans un parc en ville, pouvait réduire les symptômes du trouble du déficit de l'attention chez les enfants de 5 ans. Alors j'ai commencé à rédiger sur ce sujet et à mon grand étonnement, quand j'ai commencé à écrire un livre sur le sujet, je n'ai pas trouvé plus de 60 études dans le monde entier portant sur, d'une part, cette déconnexion des enfants et de la population avec la nature en général, ou plus important, sur les avantages, les bénéfices pour les fonctions cognitives, les bénéfices pour la santé physique, psychologique, la santé de communautés entières. Une longue liste de propriétés bénéfiques qui ont depuis fait l'objet de recherches. 60 études à l'époque, dans le monde entier. Comment se pouvait-il qu'un problème aussi profond ait été pour l'essentiel ignoré aussi longtemps? Il y avait eu de grands pionniers, une pionnière d'ailleurs, qui est intervenue pour vous l'an dernier, ici à Strasbourg, Louise Strollat. D'ailleurs, je lui ai demandé de m'aider à rester honnête sur le compte-rendu des recherches scientifiques que j'évoque dans le livre Last Child in the Woods, L'enfance en liberté. Louise est une remarquable chercheuse. D'autres aussi, avec bien sûr E.O. Wilson, qui a formulé l'hypothèse biophilique, cette idée qu'en tant qu'espèce, nous sommes au fond câblés, programmés pour avoir cette liaison avec la nature, avec pour conséquence que si nous n'avons plus ce lien, nous n'allons pas bien. Et puis bien d'autres encore. Et le nombre d'études était très réduit. Alors depuis 2005, entre autres progrès qui ont été faits, le nombre d'études est passé à au moins 1500 études. On peut d'ailleurs consulter les résumés de ces études menées de façon indépendante sur le site web de notre réseau Children and Nature, c'est childrenandnature.org. À notre connaissance, c'est le plus important répertoire de résumés d'articles sur ce sujet. Accès gratuit. Les gens utilisent ces études pour aller plaider auprès de leur conseil d'établissement scolaire, auprès de leur municipalité, pour repenser la façon dont les institutions ou les entreprises traitent cette question. Par exemple, le fait qu'on est plus productif sur le lieu de travail si on y trouve plus de nature. C'est un domaine de l'architecture biophilique qui a émergé, le design biophilique. Les maires, les municipalités s'y intéressent. Et quant à l'expression trouble du déficit de nature, syndrome du manque de la nature, en fait, ma femme et moi, un jour, on était sur une autoroute à San Diego et je lui parlais de ces études. Il y a longtemps maintenant, j'évoquais ces études sur le trouble du déficit de l'attention en relation avec l'expérience de la nature. Et elle me dit, ah, mais ça ressemble à un trouble du déficit de la nature. Je me suis dit, mais c'est vrai, c'est ça, tu as raison. Et c'est comme ça que l'expression est née. Je l'ai utilisée dans le livre quasiment comme une astuce de langage. Un truc un peu ironique. Mais c'est un concept qui a pris sa vie propre et qui a été traduit dans plusieurs langues en tant que tel. Oui, d'ailleurs, juste pour commenter, ici en France, on utilise l'expression syndrome du manque de la nature. Et le fait que vous ayez créé cette expression, cela permet à d'autres de nommer les choses, pour ensuite en parler, traiter la problématique, pas nécessairement pour prescrire ou avoir un diagnostic, mais pouvoir en parler déjà, très intéressant. Oui, ça dit attention, je suis toujours très prudent dans le livre et chaque fois que je l'évoque, je précise qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic médical reconnu. Peut-être devrait-il l'être. Et, comme on en avait parlé la semaine dernière en préparant, la profession médicale le prend au sérieux, en particulier les pédiatres d'ailleurs. En 2020, on m'a demandé de prendre la parole à la conférence nationale de l'Académie américaine de pédiatrie. J'ai été stupéfait qu'on me demande d'évoquer ce syndrome du manque de la nature. J'ai dit, mais vous êtes sûr vraiment?
Et à ma grande surprise, les gens prenaient ce concept très au sérieux. Il y avait là environ 5000 pédiatres et auxiliaires pédiatriques ou autres dans le public. Nombre d'entre eux sont retournés dans leur cabinet et ont modifié leurs approches, leurs pratiques, en commençant littéralement à prescrire de la nature. C'est évidemment une expression controversée, une ordonnance de nature. Il est clair, du moins aux États-Unis, que certains dans le monde médical estiment qu'on ne peut délivrer des ordonnances que pour des médicaments. Mais disons que de nombreux pédiatres disent volontiers qu'en fait, aujourd'hui, ils recommandent de la nature aux familles et aux patients. Oui, une question que je voulais vous poser sur ce syndrome du manque de la nature. Comment est-ce que vous identifiez la nature? Est-ce que c'est un terme général? Est-ce que vous avez des retours sur ce que les gens appellent nature? De quoi s'agit-il? Oui, c'est l'une des difficultés assez subtiles du sujet. Qu'est-ce que c'est que la nature? Et il faut dire que affirmer qu'on est séparé de la nature, ça n'est pas techniquement exact. Nous faisons toujours partie de la nature, même si nous n'en avons pas conscience. Je préfère dire que nous sommes séparés de notre vraie nature, de la nature qui est en nous, qui est déjà là. Et il y a bien sûr plusieurs définitions du mot nature, on ne va pas les passer en revue. Pour moi, ce serait partout où je suis en contact avec des espèces autres que la mienne, en plus de la mienne. Donc ça, c'est une chose. Ce terme est utile, comme vous l'avez dit, Gillian, pour lancer une conversation. Et j'ai compris ça assez tôt. Dans les années 80, j'ai écrit un livre, L'avenir des enfants, Childhood's Future, sur l'avenir des enfants en Amérique du Nord. J'ai interviewé environ 3000 parents, enfants, éducateurs, par groupe, chez eux ou en classe. Et je cherchais les thèmes communs qui étaient partagés là, qu'ils faisaient ressortir. Et l'une des choses qui revenait sans cesse, c'est que les parents étaient décontenancés, vraiment, de même que les éducateurs, par la relation que leurs enfants ou leurs élèves avaient avec le monde de la nature. Ils ne semblaient pas avoir envie de sortir, simplement mettre un pied dehors, sortir de la maison. C'est vrai aussi que les parents ne voulaient pas non plus beaucoup sortir. Et il y a beaucoup de raisons à cela. L'une, bien sûr, c'est la peur de la mauvaise rencontre. Aux États-Unis, en particulier, je ne sais pas pour la France, mais aux États-Unis, la crainte du danger lié à la mauvaise rencontre a beaucoup progressé dans les années 80. Même si les faits montrent que le danger lié à des inconnus aux États-Unis, en fait, les crimes violents sur les enfants en dehors de la maison n'ont cessé de régresser depuis 40 ans, tandis que ce qui a augmenté, c'est la violence sur les enfants à l'intérieur, les violences domestiques. Mais ma profession, le monde du journalisme, dans son ensemble, tendance à déformer un peu la vision de cet état de fait. Tout crime violent sur enfant est répété dans les médias ad nauseam, et puis ensuite le procès est là aussi diffusé de même ad nauseam. C'est évidemment très bien d'en parler, bien sûr, mais quand vous avez ce type de répétition incessante, vous pouvez créer une illusion qu'il y a toujours un étranger qui est là au coin de la rue et qui va kidnapper votre enfant. Et là, ce que vous perdez, c'est que les gens dans votre rue, dans le voisinage, ce sont eux aussi qui veillent sur vos enfants. Eh bien, ces gens ne font plus ouvrir la porte de leur garage pour inviter les enfants à apprendre à utiliser tel ou tel outil, telle ou telle machine. J'avais dans mon enfance un type qui me montrait comment utiliser les outils de son atelier. Vous perdez ces gens, ce contact, à cause de cette crainte. Oui, en France, on n'a pas tellement cette peur de l'étranger, mais bien sûr, les questions de sécurité, de peur du risque, des comportements inappropriés, ça fait partie de la société, et c'est vrai dans le monde entier, dans les pays occidentaux. Est-ce que vous avez identifié d'autres facteurs qui font que les enfants ne sortent plus dehors aux États-Unis?
Alors d'abord, je n'ai jamais dit qu'il était sûr d'aller dans les bois, dehors. Pour certains enfants, c'est vrai, hein, mais il faut dire aussi que le risque fait partie de l'attrait. L'idée qu'il y avait pour moi des serpents, certains venimeux, là-bas au Kansas, dans le Missouri, et l'idée qu'aujourd'hui des pumas peuvent venir dans mon jardin. On va pas se promener la nuit sans répulsif anti-ours. Bon, on va pas se promener la nuit de toute façon, pas beaucoup. Mais ça fait partie de l'attrait, c'est la magie de la nature. Il faut faire preuve un petit peu d'humilité dans cette affaire. S'il y a des pumas dehors, ça veut dire que vous n'êtes pas nécessairement au sommet de la pyramide des prédateurs. C'est important d'avoir ce sentiment, d'utiliser ça pour utiliser ses sens, pour avoir ce sens, cette humilité. Parmi d'autres raisons, on peut aussi citer un urbanisme assez déficient. Ici aux États-Unis, on dit toujours aux parents de sortir leurs enfants pour une promenade. Mais pour aller où? La question se pose dans de nombreux quartiers. À San Diego, on a une météorologie merveilleuse. Les gens devraient être dehors tout le temps. Mais marcher pour aller où? Dans mon ancien quartier, là où on était, dès qu'on marchait, on tombait sur une bretelle d'autoroute. L'idée d'avoir des villes où on peut marcher, des quartiers où on peut se promener, c'est une idée qui n'est pas aussi répandue qu'elle le devrait. Je sais qu'en France, en Europe, vous avez des traditions plus anciennes, des types d'urbanisme plus anciens qui incitent davantage à la promenade, au contact avec la nature et du fait de nombre de parcs et d'autres facteurs. Mais il reste que notre mode de vie au quotidien est certainement l'un des facteurs de cette déconnexion avec la nature. Alors il est certain que le numérique fait partie du problème. Mais je mets toujours en garde les journalistes qui veulent parler de cette problématique. Il ne faut pas toujours blâmer les smartphones, les jeux vidéo, etc. C'est sûr qu'on passe énormément de temps sur nos écrans et on en paye le prix. Mais je rappelle toujours aux gens que les adultes sont aussi pires que les enfants. Ce n'est pas que l'électronique soit pas un facteur essentiel, il est, mais si on ne parle que de ça, on va passer à côté d'autres facteurs. Et il y a bien d'autres facteurs également. Oui, on aurait aussi une question. Vous avez écrit ce livre il y a plus de 20 ans, un livre qui est devenu un best-seller avec plus d'1 million d'exemplaires vendus aux États-Unis. Et on se demandait ce que ça avait pu déclencher aux États-Unis en termes d'éducation à la nature, la formation des enseignants, des éducateurs, l'implication des villes aussi pour un meilleur accès à la nature, aux parcs, etc. On sait que il y a beaucoup de choses qui ont bougé grâce au réseau Children and Nature. Donc on aimerait savoir ce qui a changé depuis la publication de ce livre. Alors, dans l'avant-dernier chapitre du livre, Une enfance en liberté, j'imaginais un mouvement qui pourrait émerger. Qu'est-ce qui se passerait si cette question était prise au sérieux par suffisamment de gens? À quoi ça ressemblerait? J'ai étudié d'autres mouvements contre le tabagisme, pour les droits civiques, le féminisme, d'autres mouvements sociaux également, pour trouver des dénominateurs communs sur ce qui pourrait se passer. Mais imaginer un tel mouvement à cette époque-là, c'était de l'ordre du vœu pieux, hein, vraiment. Mais à mon grand étonnement, quand j'ai commencé à faire une tournée avec le livre, j'ai vu les gens prendre le problème au sérieux et revenir vers moi en me disant « Ok Richard, on est convaincu, maintenant qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» J'étais piégé, il fallait que je fasse quelque chose. Heureusement, des gens de grand talent qui sont venus à mon secours et qui ont créé ce réseau Children in Nature.
mouvement à but non lucratif, hein, c'est childrenandnature.org. C'est un mouvement international, on a une conférence chaque année pour rassembler les gens, jusqu'à 1000 personnes qu'on rassemble, on va en faire une ce printemps de nouveau. Et c'est un mouvement qui rassemble tous ceux qui travaillent à reconnecter les gens à la nature, de toutes origines. Il y a des parents, il y a beaucoup d'enseignants, de professionnels de santé, d'urbanistes, on a des maires également. Et avec ce site web qu'on a mis en place, l'un des buts est de collecter des informations à partir de différentes sources pour les mettre à disposition de tout le monde. Et la bibliothèque de recherche est très substantielle, c'est gratuit, tout le monde peut consulter les recherches qui sont menées. Il y a des liens dans les résumés vers les articles d'origine. Vous n'avez pas à faire aveuglément confiance à ce que nous racontons. L'un des efforts récents est ce travail qui a été mené avec les municipalités, avec les maires aux États-Unis. Le réseau a un partenariat avec la Ligue nationale des villes qui représente environ 18 000 maires et autres professionnels de l'urbanisme aux États-Unis. C'est une institution très importante et je crois que nous avons une bonne douzaine de villes pilotes maintenant. Et on fait 3 choses avec eux pour définir ce que cela veut dire d'être une ville riche en nature. À quoi cela ressemble-t-il? À quoi ressemblent les lieux de travail, les quartiers? Que sont nos arrière-cours, nos espaces devant les maisons? À quoi ressemblent les centres-villes, les quartiers les plus denses? Et comment est-ce qu'on peut les transformer pour qu'il y ait plus de nature, plutôt que d'attendre ou d'avoir l'occasion d'aller visiter un parc national? Et il y a beaucoup de maires qui prennent la question très au sérieux. Alors on discute avec eux de la manière d'intégrer ce thème d'une ville riche en nature dans leur approche marketing, leur approche pour attirer des entreprises, pour qu'il y ait un aspect pratique à la chose. Et les maires sont très intéressés. C'est pas une cause maudite. Est-ce que vous auriez peut-être quelques exemples de villes qui ont mis en œuvre cet accès à la nature ou ont accompagné leurs écoles, par exemple, vers l'école du dehors, avec des réalisations pilotes, des villes qui seraient des exemples en quelque sorte, pour le cas où nous devrions aller aux États-Unis en voyage d'études. Oui, vous avez mentionné une chose, la progression du nombre d'écoles basées sur la nature. Je crois qu'on les appelle écoles de la forêt en Europe. Ce qu'on commence à faire aussi du reste aux États-Unis. Leur nombre a considérablement progressé, de quelques-unes à plusieurs centaines aux États-Unis. Mais il s'agit aussi d'espaces de jeux naturels, de cours d'école, parcs, ou autres lieux, par exemple. Alors, on pourrait le dire de la façon suivante. Les terrains de football, c'est bien, dans les zones urbaines. Mais c'est pas vraiment une connexion avec la nature. Je dirais même que c'est là le problème. Quand on étudie ce que font les enfants dehors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et certaines des études mélangent les terrains de foot avec les forêts avoisinantes ou les parcs urbains. Donc c'est un peu vague comme description ou définition de ce que c'est que la nature dans les villes. Mais les espaces naturels, par exemple dans les cours d'école, ça avait commencé avant la pandémie, hein, avec des espaces où on avait commencé à planter des essences locales et où on a fait des potagers. Ça veut dire que quand les enfants sortaient dans la cour d'école, ils ne jouaient plus nécessairement sur ces toboggans métalliques ou ces agrès sur ces aires de jeu, vous savez, qui peuvent d'ailleurs être très dangereux. Hein. Je me souviens d'une petite fille qui était tombée d'un toboggan sur une surface en asphalte, elle s'était blessée. Le résultat n'était pas beau à voir.
Et en fait, cette illusion, savoir que ces aires de jeu classiques seraient plus sûres, c'est tout simplement faux. Même ces tapis en caoutchouc souple là qu'on installe dans certaines aires de jeu, vous savez, ça non plus, ça n'est pas totalement sûr parce que ça perturbe l'équilibre des enfants. Moi, je dis que quand ils tombent, ils rebondissent ailleurs. Mais dans ces espaces de jeu plus naturels, les enfants jouent différemment. Il y a des études qui ont montré récemment que la manière dont les enfants jouent dans ces espaces naturels, par comparaison à des aires en asphalte ou en béton, est différente. Les enfants qui jouent dans ces espaces naturels ont beaucoup plus de chances d'inventer leur propre jeu. Et ça, c'est fondamental pour le développement de la fonction de contrôle de soi. Le fait d'être son propre chef, d'être un acteur de sa vie, d'être un entrepreneur pour plus tard dans sa propre vie, créer ses propres règles, inventer ses propres jeux, ça a beaucoup plus de chances de se passer dans un espace de jeu naturel. Un autre aspect intéressant, c'est que les enfants, dans des espaces de jeu naturels, vont bien plus facilement inviter d'autres enfants à jouer avec eux, des enfants qui ne leur ressemblent pas, ne parlent pas comme eux, sont d'une autre culture, d'une autre race, d'un autre genre, avec donc des comportements bien plus sociaux. Au fond. Non, effectivement, c'est très intéressant à entendre, parce que tous les travaux de recherche que nous étudions relèvent ce phénomène. Il y a des études qui l'ont observé avec des enquêtes auprès des enseignants, des parents, qui ont confirmé ce que vous expliquez ici. Et c'est intéressant de voir que ça n'a pas encore débouché sur de véritables politiques publiques. Vous l'avez dit, on a des affiches contre le tabagisme, on en a même fait des lois. Donc ce serait intéressant de voir jusqu'où on pourrait aller si ces études et tout ce qu'on sait du bénéfice de la nature pour les enfants et les espaces qu'on leur offre se généralisaient. C'est intéressant de vous entendre confirmer ce que nous avons constaté en tant que chercheurs. Oui, les écoles de la nature, les écoles du dehors, il y en a tout un spectre, toute une variété d'écoles de la nature, avec certaines en Europe où il n'y a même pas de bâtiment, où les enfants passent toute la journée dehors dans la nature. Aux États-Unis, c'est pas très fréquent. Simplement sortir les enfants. Trouver un coin dans un espace de jeu naturel, ça va faire toute la différence. Les études du fonctionnement cognitif ont montré que beaucoup d'enfants apprennent mieux, ils retiennent mieux quand ils apprennent dehors. Pas seulement sur les questions liées à la nature d'ailleurs, ni même sur la science. Ça concerne toutes les matières. Je me souviens avoir visité une école dans les environs d'Atlanta. C'était au moment de la parution du livre Vitamine N. Et l'une des chaînes de télévision nationale m'avait demandé d'aller dans cette école. Ils avaient envoyé des journalistes télé. Et dans cette école, toutes les classes avaient des fenêtres et des portes qui s'ouvraient vers l'extérieur. Ils avaient des potagers, mais aussi il y avait des bois alentour. C'était dans les faubourgs d'Atlanta. Et dans ces bois, tout autour, ils avaient des parcours d'apprentissage. Et donc les enfants passaient l'essentiel de leur journée dehors à apprendre, et pas seulement sur la science ou sur la nature, mais sur la géographie, l'histoire, toutes les matières, toutes sortes de choses. Et je me souviens que je me suis retrouvé avec une classe de collégiennes, 11 ou 12 ans je crois. Le journaliste de télévision était là avec la caméra. Et à un moment donné, il s'est tourné vers les jeunes filles pour leur demander, eh bien, les jeunes, qu'est-ce que vous apprenez ici? Et qu'est-ce que vous allez faire plus tard, quand vous serez grande? Et l'une des filles a répondu, moi je serai écrivaine. Évidemment, j'ai adoré ça. Et le journaliste a continué en disant, mais quel est le rapport avec ces bois? Et elle nous a regardé en disant, mais vous comprenez pas? Là, au dehors, tout est connecté. Évidemment, j'ai adoré ça. C'est la définition du reporter, de l'écrivain. Vous voyez les liens, vous reliez les choses les unes aux autres. Et puis, je voulais ajouter aussi que c'est excellent pour les enseignants. Il y a une étude au Canada qui a montré que les enseignants qui sortent leurs élèves
pas forcément toute la journée, mais un peu, ces enseignants ont beaucoup moins de chances d'être surmenés, de faire des burn-out. Ça en dit long, quelque part, sur le sentiment qu'on a quand on n'est pas coincé dans un cube, dans une boîte, que vous soyez élève ou enseignant. Non, effectivement, nous, on est convaincus que le fait d'aller dehors, c'est très bénéfique doit être bénéfique pour les enfants, l'atmosphère, les enseignants eux-mêmes. En France, vous savez sans doute que le système éducatif est en crise. Et il y a beaucoup d'enseignants qui nous ont dit que ce système de l'école du dehors, en fait, leur avait permis de retrouver, au fond, le sens de leur métier. Oui, je crois que vous aviez mentionné au début la question des enseignants, de la formation des enseignants. C'est l'un des aspects où on est en retard aux États-Unis. Oui, d'ailleurs, je me demandais s'il y avait aujourd'hui aux États-Unis plus d'enseignants qui sont formés à emmener leurs élèves dans la nature, sont plus à l'aise avec cette idée d'aller enseigner dehors, parce que bien sûr, les techniques, la pédagogie sont un peu différentes. Est-ce que vous savez s'il y a plus de formation aujourd'hui pour développer l'école du dehors? Ils sont peut-être mieux formés, il y a peut-être plus de formation, mais pas encore assez. C'est le début, en fait. Les écoles et le système éducatif ont tardé à venir à cela. Et c'est l'un des points qui fait dire que, d'ailleurs, si les choses changent vraiment, il y aura bien d'autres changements qui viendront à leur tour, quand les écoles commenceront à enseigner aux élèves à aller dehors. Ça se fait déjà, et peut-être ça commence à se faire en France, je sais pas. Et c'est l'une des choses à faire pour les enseignants aux États-Unis. Il faut garder à l'esprit également que cette tranche d'âge, à savoir les jeunes enseignants en particulier, eh bien, c'est déjà la seconde ou la troisième génération qui a eu très peu de contact avec la nature quand ils ont eux-mêmes grandi. Donc souvent, ils ne savent pas par où commencer. Donc la question de cette formation va être très importante. Et puis, je voudrais aussi parler des familles et de la question de la sécurité. C'est l'un des changements positifs qui se sont produits. On a les résultats d'une grande étude qui a été menée. C'est la répétition d'une étude qui avait été menée il y a 20 ans sur l'attitude des Américains vis-à-vis de la nature. La prise de conscience du fait que c'est bon pour les enfants et pour les adultes, et en particulier pour les enfants dans leur croissance, pour leur développement, cette prise de conscience parmi les parents progresse de façon spectaculaire. Ça ne veut pas dire, pour autant, que les comportements des Américains ont tellement changé. L'une des raisons qu'on a évoquées, c'était la peur de la mauvaise rencontre. Une autre raison, c'est que chaque génération qui arrive est plus déconnectée de la nature et sait encore moins se débrouiller dans la nature. Comment est-ce qu'on plante une tente? Combien de parents savent encore faire ça? Et donc, l'une des choses qu'on a observées et qu'on essaie de mettre en avant, c'est l'idée que les clubs de nature ne doivent pas s'attendre nécessairement à ce que les parents fassent les choses eux-mêmes de façon spontanée. C'est du reste une raison pour laquelle le mouvement qui émerge doit inclure des tas de gens différents parce qu'on n'arrive pas à faire les choses soi-même. Il y a ces clubs famille nature qui ont émergé, il y en a maintenant des centaines à travers le pays. Ce sont des groupes de familles qui se mettent d'accord pour se retrouver, pour se connecter par internet, par téléphone, peu importe, en disant on va en randonnée samedi prochain, des amateurs. Et donc, vous allez avoir 5, 10, 20 familles qui vont rejoindre ce groupe. Et là, vous avez un sentiment de sécurité du fait du nombre. C'est l'un des avantages. Un autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre de recevoir des fonds publics pour faire ça. Vous pouvez le faire demain matin. Vous avez un petit kit d'explication, de conseils qui est disponible sur le réseau Children and Nature, que vous pouvez télécharger et vous pouvez vous lancer. Ça aide beaucoup les parents. Ça crée aussi du capital social entre les parents.
ils se font des amis, ils hésitent moins à sortir leurs enfants. Ça crée du lien social entre les enfants, mais aussi entre les parents. Et puis là encore, ça traite la question de la peur, parce que vous avez le nombre qui apporte un sentiment de sécurité. Ça résout aussi la question de ces générations qui se succèdent et qui perdent les connaissances de base. Planter une tente, organiser une randonnée, aller pêcher, ce genre de choses. Parce que il y a toujours l'un ou l'autre des parents qui sait quelque chose. Oui, c'est intéressant. On commence à voir la même chose arriver en France. C'est intéressant de faire un parallèle avec les commentaires ici des participants qui réagissent. Je vois qu'on a quelques questions là des participants. Il y a une question sur les symptômes. Vous avez dit que le syndrome du manque de la nature n'était pas un terme médical, mais est-ce qu'il y a un consensus sur les symptômes entre les enseignants, les professionnels, les familles? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse observer chez les enfants? Est-ce que vous avez des retours d'information, des observations de terrain qui vous sont ramenées? Donc c'était la question portée sur les symptômes. Oui, articuler, approcher cette question, c'est un peu particulier. Dans le livre, j'ai dû m'y attaquer dès le début, mais disons que c'est pas comme la rougeole. Hein. Il n'y a pas de bouton rouge sur la peau. C'est pas facile à diagnostiquer. Comment peut-on diagnostiquer une chose qui ne se produit pas? Comment prouver l'existence de ce qui n'est pas? Mais si vous regardez les études sur les bénéfices pour les facultés cognitives, la santé mentale, la santé physique, la liste est interminable, elle s'allonge chaque année. Alors, il faut se poser la question, que se passe-t-il si vous enlevez la nature? Si la nature est si bénéfique pour les humains, qu'est-ce qui se passe quand ils ne l'ont plus? Quoi d'autre doit leur apporter ces bénéfices? Il y a des tas de sources de santé, mais si vous enlevez la nature aux enfants, il y a des études qui suggèrent que dans les environnements denses, où les enfants ont très peu de contact avec la nature, même si j'ajoute souvent qu'il y a beaucoup de nature, hein, même dans les environnements urbains denses, si on sait la chercher. Hein. Mais l'absence de l'expérience de la nature dans de nombreux environnements, des environnements qui ont moins d'arbres, moins d'espaces verts, vous avez une liste de symptômes observables. Par exemple, la pression artérielle, l'augmentation du nombre de naissances de prématurés. Il y a une longue liste de morbidités, de facteurs qui sont bien réels, qui réduisent vraiment l'espérance de vie, qui se passent dans les quartiers, dans les villes, qui n'ont que très peu de nature. Et c'est l'une des raisons qui me font dire que ce n'est pas simplement quelque chose d'agréable et de sympathique, mais c'est une question de vie ou de mort pour beaucoup de gens. Et de ce fait, et du fait de tous ces bénéfices, parce que c'est une question de vie ou de mort, je dis, avec d'autres, beaucoup d'autres depuis une décennie, que cela devrait être constitutif d'un droit humain. Ça n'est pas du superflu, c'est de l'essentiel, du vital. Si E.O. Wilson a raison, cette connexion à la nature programmée, ancrée en nous, si toutes ces études sur les bénéfices sur la santé ont raison, le bien-être psychologique que cela apporte, l'apprentissage, si tout cela est vrai, eh ben c'est fondamental. Et il semble qu'on fasse des progrès dans l'affirmation que tel est bien le cas. En 2012, le réseau Enfants Nature y a participé, l'Union internationale pour la préservation de la nature, qui est le plus grand réseau d'ONG au monde qui s'occupe de la préservation et de la conservation de la nature, eh bien, ils ont passé une résolution, ils ont voté une résolution disant qu'il fallait en faire un droit humain pour les enfants. Je pense que cela devrait être aussi le cas pour les adultes, et c'est un grand pas en avant dans la bonne direction. Et on a commencé à évoquer le fait de porter ça aux Nations Unies, de faire que les Nations Unies le déclarent comme étant un droit humain. Mais peut-être que l'une des difficultés est cette définition exacte qu'on donne au mot nature.
On en a parlé un peu plus tôt, cette idée intéressante que vous avez évoquée de côtoyer d'autres espèces que la nôtre. Voilà un concept qui est intéressant à adopter. Il n'y a pas une nature meilleure qu'une autre, plus glorieuse. C'est toujours assez complexe d'aborder cette problématique. On pourrait établir peut-être un dénominateur commun. Oui, dans les villes, il faut le dire, il y a beaucoup de vie, même dans les fissures de l'asphalte d'un trottoir, si vous savez regarder. Vous avez des oiseaux de proie qui nichent sur la façade de grands bâtiments, juste en face du vôtre. Si vous savez regarder, il y a de la nature un peu partout. Il devrait y en avoir plus, mais il y en a. Oui, on a aussi des questions sur l'exposition à la nature. Quelle durée, quelle quantité d'exposition à la nature nous devrions avoir pour en ressentir les bénéfices. On sait qu'il y a eu des études sur ce point, donc on a un certain nombre de questions des participants sur ce point. Donc la durée pendant laquelle un enseignant doit emmener sa classe dans la nature, combien de jours par mois, par semaine, pour retirer des bénéfices de cette approche. Ouais, alors, sur ce type de questions, je suis très prudent. Il y a des études qui s'efforcent de répondre à cette question. Quel est le bon dosage de l'ordonnance de nature? Et il y a plusieurs études, et l'une d'elles, menée par l'Université d'Exeter, au Royaume-Uni, qui montre qu'on a mesuré les bénéfices psychologiques après simplement 20 minutes de marche dans la nature. Je crois que ça concernait des adultes plus que des enfants dans cette étude. Mais l'un des problèmes qu'on a alors, c'est de quelle nature on parle. Qu'est-ce qu'on mesure comme nature? Quel temps faisait-il ce jour-là? Est-ce que c'était une forêt, un désert? Il y a beaucoup de variables en fait, clairement. Donc c'est l'une des définitions de la nature d'ailleurs, c'est d'être partout, d'être tout sous différentes formes. C'est un peu une facilité de langage, bien sûr, de dire ça, mais c'est plus complexe que ce qu'on voudrait regarder dans ce type d'études. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser la question. Moi, je pose toujours la question, on me pose la question, et ma réponse sur le temps passé dans la nature, c'est toujours un peu, c'est mieux que pas du tout, et davantage, c'est mieux qu'un peu. Oui, on sait aussi que la nature elle-même a des vertus intrinsèques, le fait de respirer de l'air pur, boire de l'eau claire, être dans un environnement qui est reposant ou stimulant. Mais certaines des questions portent sur la façon dont nous accompagnons les enfants dans la nature. Toutes les expériences ne se valent pas. Si on garde les manières traditionnelles d'enseigner, la même façon de faire avec les enfants. Et donc c'est l'idée qu'aller dehors peut aussi transformer les approches pédagogiques, pas seulement avoir un effet sur la façon dont on pense, la relation des enfants avec la nature, mais aussi ça va transformer la manière par laquelle nous, les adultes, on les accompagne sur ce chemin, et ce que nous estimons comme important. Je sais pas, est-ce que vous avez des retours sur ce point, des enseignants qui reviennent vous voir pour vous parler de la transformation de leur pédagogie que cela peut voir? Je ne parle pas des parents ou des enseignants qui emmènent les enfants dans les bois pour les abreuver de cartes, de QCM, de formulaires à remplir. On ne parle pas de ça. Je dis d'ailleurs souvent aux parents que si vous ne savez pas grand-chose sur la nature et que vous emmenez vos enfants dehors, eh ben, c'est presque mieux, justement, de ne rien savoir sur la nature. Parce que ce que l'enfant recherche, en particulier chez les jeunes, c'est ce quelque chose dans le regard des parents. Et quand les parents ont ce moment d'émerveillement, de questionnement avec l'enfant, ben c'est de cela dont l'enfant se souvient. Ils ne se souviennent pas des noms latins, des fleurs, des plantes, des animaux. Ils se souviennent de l'attitude de leurs parents face à la plante ou à l'insecte, ce sentiment d'émerveillement, ce qui vaut du reste aussi pour les enseignants. Trouver ces moments mutuels d'émerveillement, ça change tout. Et ça fait changer tout le monde. Oui, on a aussi des questions sur
sur les études, les études sur les bénéfices du contact avec la nature. Et je voulais aussi recommander à tous les participants de consulter le site Children and Nature, où il y a tous ces résumés d'articles scientifiques. C'est très bien fait, des résumés. Bon, c'est en anglais bien sûr, mais il y a des bases de données. On fera peut-être une liste des principales études intéressantes pour la communauté française. Il y a aussi des sites internet. Le FREN a son site internet avec des associations éducatives. Classe du dehors également à son site internet avec beaucoup de ressources pour les enseignants. Il y a aussi Tous dehors qui a un site internet qui va être un centre de ressources dans les mois à venir. Et donc on va essayer de donner de la visibilité à tout cela. Oui, ce que vous dites là est très intéressant. Je ne sais probablement pas tout ce que le réseau Children and Nature fait pour diffuser la bonne parole. Je sais que des choses comme les clubs Famille Nature ont fait traduire leur support en plusieurs langues, à commencer par l'espagnol. Mais je crois que la recherche aussi devrait être traduite en différentes langues. J'aimerais qu'on ait les ressources pour ça, pour faire ça dans des tas de langues. Mais il faudrait qu'on soit plus connecté avec certaines des choses que vous avez mentionnées. La philosophie de départ du réseau Children and Nature, en fait, on insistait bien sur le fait que nous ne sommes propriétaires de rien du tout. Il y a eu dans le passé certaines organisations qui pensaient pouvoir revendiquer la propriété de cette thématique de la reconnexion des enfants à la nature. C'est bien sûr une question de financement pour trouver des ressources, mais personne n'est propriétaire de ce thème, ni nous non plus. Et le but du réseau Children and Nature est justement d'être un réseau qui connecte toutes ces personnes, d'être aussi nombreux que nous le pouvons, de bonnes personnes, des bons enseignants. Donc, à un moment donné, je crois qu'on avait un système de communication. Je me souviens plus comment ça fonctionnait, mais je crois qu'à un moment donné, on avait des gens qui s'écrivaient, qui échangeaient depuis 48 pays pour partager sur la façon de se reconnecter à la nature. Oui, c'est très intéressant d'apprendre comment les choses se passent dans d'autres pays. Mais vous avez été invité partout dans le monde à parler. Est-ce qu'il y a des pays qui ont essayé d'imiter ce que vous avez fait aux États-Unis ou qui ont travaillé sur leurs propres projets, en élaborant leurs propres méthodes, en répondant des approches, en développant une sensibilisation sur la Chine, par exemple, ou l'Australie? Oui, en Australie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Assez tôt, il y a eu pas mal de choses. Je crois d'ailleurs que tous les États, ou la plupart des États en Australie, ont lancé des campagnes qui sont des partenariats entre ONG et gouvernements pour connecter les enfants à la nature. Alors en Chine, j'ai passé 2 semaines en Chine. On m'avait demandé de venir pour parler et j'ai été impressionné par le fait que la profession, ce qu'ils appellent les éducateurs à la nature, est en très forte croissance en Chine. Et j'ai parlé à des groupes importants, et ce sont toujours des jeunes de 20, 30 ans qui sont très enthousiastes, et j'ai pu m'adresser à eux en Chine sur cette question. Au Brésil également, c'est d'ailleurs l'une des choses que j'ai constatées avec le temps, que le Brésil et la Chine partagent certaines ressemblances. Au Brésil, j'ai été stupéfait, comme en Chine d'ailleurs, de voir donc au Brésil, ces villes sont immenses, bien plus grandes que celles des États-Unis, et elles ont poussé du jour au lendemain. Je crois qu'en Chine, par exemple, Shenzhen, une ville que j'avais visitée il y a 30 ans, c'était un village de pêcheurs, quasiment, et aujourd'hui, elle abrite 15 millions de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces lieux? Les gens, ils sont venus quasiment du jour au lendemain.
depuis les zones rurales, donc pour vivre en ville. Aux États-Unis, il y a eu ce mouvement, mais au ralenti, pour ainsi dire. Dans certains pays, ça s'est passé très très vite. Et donc, dans ces lieux, la nature était associée à l'idée de pauvreté. Et c'est l'une des choses que les gens fuyaient en quittant les zones rurales. Ils allaient en ville. Mais les choses changent. Et c'est écouté suffisamment de temps et les grands-parents commencent ou ont commencé à raconter à leurs petits-enfants à quel point c'était sympa, c'était agréable de sortir et d'aller explorer la nature. Et donc, il y a des études qui suivent. Par exemple, en Chine, l'une des critiques des parents aux États-Unis qu'on leur fait, c'est ce syndrome des parents hélicoptères, où on est tout le temps sur le dos des enfants, on les surveille tout le temps. Les parents en Chine le sont encore plus. Ils adorent leurs enfants. On les aime aussi chez nous, on veut le meilleur pour eux. Mais quand cette étude a commencé à montrer les avantages de la nature sur l'apprentissage, les parents en Chine ont pris la chose très au sérieux. Et c'est l'une des raisons de la création de ce mouvement en Chine. Je me souviens, j'ai visité une école élémentaire au rez-de-chaussée d'un gigantesque gratte-ciel, avec tout en bas de l'immeuble un tout petit jardin, un tout petit espace naturel, avec des enseignants qui avaient des tas de livres sur la nature et tout et tout. Ils adoraient faire ça, pratiquer ça, au centre même de Pékin. On pouvait voir un peu le ciel, l'air, mais vous aviez là cette petite école de la nature, et donc le mouvement se répand. Et de nombreux pays, je dois dire, sont en avance sur les États-Unis et font mieux que nous ici aux États-Unis. Peut-être on devrait contacter des écoles en Chine, effectivement. Il y a aussi une question sur le rôle de l'accès à la nature. Est-ce que cela aide aussi à réduire les inégalités sociales ou à inclure des personnes en situation de handicap? Est-ce que cela aide, cet accès à la nature? Est-ce que ça aide dans ces situations particulières? Oui, mais il faut que ce soit intentionnel. Il y a des organisations qui ont émergé ces 2 dernières décennies aux États-Unis, Outside Afro, c'en est l'une, Latino Outside, c'en est une autre, dans lesquelles les gens encouragent leur propre communauté à se reconnecter à la nature. Et bien souvent, ils n'ont pas besoin de gens comme moi pour leur dire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, l'une des erreurs qui est souvent faite, c'est que des gens comme moi s'aventurent dans des communautés de gens qui ne me ressemblent pas du tout et commencent à leur dire comment il faut se connecter à la nature. Alors qu'en fait, par exemple, les groupes d'immigrants aux États-Unis sont beaucoup plus proches de l'expérience agricole que des gens de mon genre. Le modèle de la petite exploitation agricole aux États-Unis est mort il y a 2 décennies à peu près, pour l'essentiel. Il y a certes des fermes bio qui progressent, mais au Mexique, d'où beaucoup d'immigrants viennent, il n'y a pas si longtemps encore, les familles étaient vraiment intégrées dans la vie des fermes locales. Et certaines le sont encore aujourd'hui. Donc chaque culture a une façon différente de se connecter à la nature. Et j'utilise dans le livre Le principe de la nature, j'utilise une expression, la capacité culturelle naturelle. Si on regarde la capacité de différentes cultures à se connecter à la nature et ce qu'elles en savent, on voit que les choses sont faites différemment. Ça ne veut pas forcément dire que c'est moins bien. Souvent, c'est même mieux que la façon dont moi j'ai grandi en relation avec la nature. Il faut respecter ça. On a besoin de faire plus, on a besoin de travailler sur ces capacités naturelles, de les encourager, plutôt que de supposer que simplement, parce qu'on a un super sac à dos fabriqué par une super enseigne high-tech ou autre, on en sait plus sur la nature. Oui, c'est effectivement très intéressant, cette question de l'accessibilité. On a dans les jours à venir des conférences sur ce sujet, sur la connaissance écologique, la façon dont on a technicisé ce qu'est la nature
et la façon de l'approcher, de l'utiliser, la nature étant devenue une chose très classifiée, très technique. Mais comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui reste accessible à tout le monde. C'est vraiment intéressant à écouter. Le fait que ces mouvements existent, quelles que soient les origines ethniques, les statuts sociaux, de voir qu'il y a des efforts qui sont faits pour faire sortir les gens. Oui, l'idée que les gens avec un handicap, par exemple, l'idée qu'ils ne peuvent pas se connecter à la nature, c'est fallacieux, c'est fallacieux. Je connais un homme là, qui a perdu la vue, il est dans une petite ville, pas très loin de chez moi, il est musicien de rue, il chante dans la rue, c'est une petite ville touristique, et je le vois en ville avec sa canne blanche, et j'ai fini par apprendre son histoire. En fait, il va se promener dans la montagne, tout seul, dans des territoires à pumas. Alors je suis allé lui parler un jour, et il m'a raconté comment en fait il ressentait les choses autour de lui. Les changements de l'air ambiant, une caresse de la brise sur sa peau, la température de l'air, les sons que lui peut entendre et que moi je n'entends pas. Et on en avait parlé la semaine dernière, et j'y ai travaillé récemment, c'est comment est-ce qu'on remarque la nature? Comment est-ce qu'on prête attention à la nature? On le fait de manière très variée, et parfois de manière que nous ne soupçonnons pas nous-mêmes. Les gens qui étudient les sens humains, les scientifiques de cette question, disent aujourd'hui qu'il y a bien plus que 5 sens. Il y en a peut-être 20, 30, certains disent qu'on a 50 sens humains, que pour la plupart nous n'utilisons pas, et pour beaucoup que nous ignorons. Et quand on met les enfants devant un ordinateur toute la journée, et les parents aussi devant des écrans, qu'est-ce qu'on fait? Vous, comme moi, comme eux, comme ces enfants, eh bien, on est occupé à réduire notre spectre sensitif à 2 ou 3 sens pour regarder cet écran et prétendre avec ça qu'on peut aller partout dans le monde. Mais ça n'est pas comme ça que les vrais sens humains fonctionnent. Si on laisse nos enfants avec autant d'énergie refouler leurs sens, y compris ceux dont ils ne savent pas qu'ils existent, est-ce que c'est pas la définition de se priver d'une partie de la vie, d'être moins vivant? Quel enseignant voudrait que son élève soit moins vivant? Quel parent voudrait que son enfant soit moins vivant? Je ne crois pas que ce soit ce qu'on veut. Et nous non plus, nous ne voulons pas être moins vivants. Et donc ces dénominateurs communs, ici, cette connexion à d'autres espèces que la nôtre, ça nous aide à être plus vivants. Au final, c'est ça l'objectif. Ah Richard, nous avons encore quelques minutes ensemble, le temps a filé, mais nous avons encore quelques questions de participants que nous aimerions vous relayer. On a une de nos collègues chercheuses, Lorraine Nicolas, qui est parmi nous ce soir, qui nous écoute. Elle a beaucoup contribué à faire sortir les éléphants dehors au travers de son association ici en France. Elle vous remercie pour toutes ces sources d'inspiration et elle se demande si cette connexion à la nature permet aussi de... je retrouve la question. Est-ce que, oui, cette connexion à la nature permet de prendre mieux soin d'autres êtres vivants, de développer une éco-sensibilité au monde du vivant qui nous entoure. Est-ce que vous avez des retours sur ce point parmi les enfants que vous avez pu suivre avec un éventuel progrès de cette éco-sensibilité, de leur sensibilisation au monde vivant qui les entoure? Oui, il y a pas mal d'études maintenant qui suggèrent que c'est effectivement le cas. Il y a alors lié à la préservation de l'environnement qui progresse. Alors je crois que ça rejoint un principe assez basique qui est que d'ordinaire, eh bien, disons que on ne peut pas prendre soin de ce qu'on n'aime pas. Et on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Et on ne connaît pas les choses si on n'en fait pas l'expérience directe ou si on n'a pas une connexion directe d'une façon ou d'une autre avec elle. Donc c'est assez clair
Si on se soucie du changement climatique, si on veut s'en occuper, si on veut s'occuper de la chute de la biodiversité, il faut qu'il y ait une composante émotionnelle qui commence dès l'enfance. Il faut qu'on tombe amoureux de la nature si on veut en prendre soin. Je ne crois pas qu'il puisse se passer grand-chose de positif sur la question du changement climatique tant que beaucoup plus d'humains ne seront pas tombés amoureux de la nature et n'auront pas aidé d'autres personnes à tomber amoureux eux aussi de la nature. Et au final, d'ailleurs, ça veut dire tomber amoureux de nous-mêmes, en tant que nous faisons partie de la nature, prendre soin de nous-mêmes. Oui, très intéressant, oui. On a également des commentaires sur la façon dont nous pouvons répondre, répliquer à certains acteurs dans l'éducation, parfois les parents eux-mêmes qui critiquent cette sorte de retour à des temps qui seraient des temps anciens et préhistoriques, avec cette valorisation d'instincts animaux plus que des comportements sociaux. On serait alors il y aurait cette tendance, on aurait une position antagoniste, on est pour l'environnement, contre l'humanité. Est-ce que vous auriez peut-être un commentaire sur ce point? Oui, moi je ne dis jamais qu'il est temps maintenant de retourner à la nature, et je dis qu'il est temps d'aller vers la nature. Quand on pense à ce à quoi les villes pourraient ressembler à l'avenir, avec ce design biophilique, à quoi les bâtiments pourraient ressembler, à quoi nos lieux de vie pourraient ressembler. Si on songe à un futur riche en nature, c'est un mouvement vers l'avant, ce n'est pas un retour en arrière. On ne fera pas les choses exactement comme on les faisait jadis, on ne va pas retourner dans des huttes, en tout cas pas d'ici demain matin. L'architecture et le design biophilique sont très très sophistiqués. Dans les lieux de travail qui ont été conçus avec de la nature tissée en leur sein, eh bien, on constate que les gens qui travaillent dans ces lieux, ces bureaux, sont plus productifs. Les arrêts maladie sont en baisse, le taux de rotation du personnel chute, et là c'est un mouvement vers l'avant. Imaginez un futur riche en nature. Si nos enfants et nous-mêmes nous sentons plus vivants parce que nous utilisons davantage nos sens, cela sera bénéfique à de nombreux titres. Il ne s'agit en rien d'un retour en arrière à des époques d'il y a quelques milliers d'années. Cela dit, dans ce parcours, les peuples indigènes ont quelques connaissances à nous apporter. L'intérêt croît d'ailleurs, par exemple, aux États-Unis, sur le fait d'inviter des membres de peuples indigènes dans les écoles, ou sur le fait d'aller à la rencontre de ces communautés indigènes pour réapprendre une partie de ces connaissances. Mais là encore, c'est pas un retour à la nature, c'est aller vers une société plus sophistiquée. Oui, c'est quelque chose contre laquelle il est difficile de se battre, la connexion aux ordinateurs et pas de connexion à la nature. On a aussi une question qui nous est posée ce soir, avec cette évolution vers davantage d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle. Est-ce que vous voyez des moyens par lesquels ces technologies pourraient améliorer, plutôt que remplacer, notre connexion avec le monde de la nature? Ça, c'est une question de participants. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle dans nos projets? Oui, l'année dernière, j'ai été invité à parler lors d'une conférence, c'était organisé par une université prestigieuse de la côte est des États-Unis, et le thème en était comment est-ce que le métavers pourrait nous connecter à la nature. J'imagine, je suis sûr qu'il y a des choses que la technologie peut nous apporter. Après tout, les jumelles, c'est de la technologie, une canne à pêche, c'est de la technologie. Toutes ces applications que nous avons désormais sur nos smartphones pour identifier les chants d'oiseaux, c'est de la technologie. Même si, bon, avec ces applications, il faut être prudent, il faut les utiliser de façon très, très légère, parce que si vous êtes trop bruyant, vous pouvez perturber les oiseaux, ça peut faire des dégâts. Et c'est vrai, c'est comme ce petit livre sur les reptiles que nos enfants avaient. C'est un tout petit livre. Moi, je l'avais dans ma poche revolver quand j'étais gamin.
C'était un peu comme une application sur un téléphone dans une poche. Je veux dire que il y a de toute façon des tas de façons d'apprendre sur la nature. Ce serait, ce serait un problème de tout rejeter en bloc. Je ne dis jamais qu'il faut se passer de l'électronique. Je dis que c'est une question d'équilibre. J'utilise toujours une équation dans le principe de nature, à savoir que plus nos vies deviennent high-tech, plus nous avons besoin de nature. Question d'équilibre, une sorte d'équilibre budgétaire au fond. La quantité de temps à l'école, il y a aussi la question des investissements, de l'argent, mais les choses s'accélèrent les unes les autres entre elles. En revanche, si on cherche à remplacer la nature par de la réalité virtuelle, là je crois qu'on va dans la mauvaise direction. Mais si on garde un équilibre, je crois que c'est ça qui est important. Eh bien, nous avons passé plus d'une heure avec vous maintenant, un moment vraiment fascinant. On pourrait vous écouter encore des heures, mais peut-être on aimerait vous entendre pour terminer sur votre nouveau livre à paraître, nous donner peut-être un avant-goût de ce qu'il proposera, avec peut-être une date de parution. Oui, j'appelle toujours mon prochain livre mon prétendu prochain livre. C'est toujours une lutte avec moi-même. Chaque livre est une véritable lutte. Je ne sais pas qui a dit cette phrase, savoir qu'un livre n'est jamais terminé, il est tout juste laissé à l'abandon. Les livres qui sont là sur l'étagère derrière moi, j'aimerais les réécrire. Ah, c'est une lutte là que je mène actuellement sur ce livre. Ça concerne la façon dont nous portons attention à la nature. L'une des façons dont j'approche ce problème, nous, on est ici, on est installé dans les collines, on a le privilège d'être entouré d'une faune, d'une flore très riche, et j'essaie d'en faire l'expérience moi-même, mieux me connecter à la nature. Maintenant que j'ai écrit tous ces livres sur le sujet, j'essaie d'améliorer moi-même mes capacités, mes aptitudes et sensibilités dans ce domaine. Merci Richard de nous avoir rejoints. On va rassembler les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre pour voir comment on pourra les traiter. L'année qui commence va être passionnante. Nous allons suivre votre travaux. Vous nous avez donné beaucoup de choses à étudier, des lectures, des liens à cultiver avec des associations, d'autres acteurs. Ici à Strasbourg, ailleurs en France, on s'efforce du mieux qu'on le peut de mettre les gens en contact d'où qu'ils viennent. C'était un très très grand plaisir de vous avoir. Thanks for all the great work you and your audience are doing. Et puis je pense que c'était assez extraordinaire pour toute la communauté après avoir lu autour du syndrome de manque de nature pendant toutes ces années, parce que c'est grâce aussi à ce concept que de nombreuses recherches, de nombreuses actions ont été menées sur le terrain. Et donc de vous voir en vrai, c'est toujours un moment fort. Merci. Merci pour d'avoir fait avancer justement toute cette pédagogie par la nature pour ce cri qui permet de continuer à aller de l'avant. Et on voit que les problématiques sont assez proches finalement aux États-Unis, enfin, dans le monde, qu'en France. On a aussi la chance d'avoir des clubs de nature dans les clubs CPN ou tout ce mouvement des écoles en forêt qui se lance. Donc on a des problématiques assez parallèles. Merci. And big thank you to Henry et François, nos interprètes qui ont assuré la soirée. On vous souhaite et puis à Olivier, Alexia et Valérie d'être là, toujours au soutien to our dear companions here, Alexia, Olivier and Valérie. We're great support this evening. Merci à tout le monde et on vous souhaite une très bonne soirée. Thank you. Have a great evening and have a great day, Richard. Thanks all. Thanks. Thanks to you. Bye-bye. Thank you very much.